Je vais accueillir notre invité de ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Bonjour. Nicolas, bienvenue, merci d'être Bonjour avec nous. Alexis. Alors Nicolas, vous avez été député pendant 27 ans dans l'Essonne et puis élection législative anticipée. Et là, vous perdez votre siège, c'est un peu inédit. Comment vous expliquez cette défaite et qu'est-ce qui va se passer pour votre... Ah, on a perdu. Bon, Ah, d'abord, j'ai eu pardon. beaucoup de chance et un Oui. honneur de siéger pendant 27 ans. Et vous savez, quand on est un élu, on sait que c'est toujours voir. Ah, Et on a des... il y a eu un petit... Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a des... Ça va. Ça C'est va, il bon, y a vous êtes quelqu'un avec qui nous. essaye de m'appeler, je sais C'est pas sur comment je vais téléphone, débloquer. c'est parfois le risque. Voilà, il faut Bon, je mettre suis en mode désolé. En mode quoi? Excusez-moi, vous allez me trouver... en mode avion. Si vous pouvez vous mettre en mode avion, si vous êtes euh, sur téléphone comme Ouais, alors ça, vous attendez, serez pas je peux me mettre dérangé. en mode avion et ça va quand même marcher. Bon, vous êtes sûr? Pas Bon. mode avion, en mode ne pas déranger. C'est la petite lune. Si vous êtes sur un téléphone de la marque Apple. Oh là là, c'est compliqué. Bon, écoutez, on va se Ouais. démerder. Bon, sinon Donc, ce c'est que je voulais Sophrane. dire, c'est que c'est un honneur et qu'il faut pas pleurer. Simplement, Ouais. si j'avais été battu à la loyale, je l'accepterais. Mais j'ai été battu par une manœuvre d'un LR macroniste qui a fait une campagne diffamatoire et qui a fait la courte échelle en se maintenant au second tour contre moi, un candidat de la France insoumise qui a eu la chance de sa vie, bah, c'est bien pour lui. Et puis voilà. Et puis je reste présidente de Debout la France. Je continuerai mon combat pour les libertés, et pour un gaullisme social, un vrai gaullisme social, pas celui de Barnier, l'imposteur. Ouais. Et puis voilà, Ouais. il ne faut pas pleurer misère. Alors, justement, avant de rentrer, de vous poser quelques questions, Jean-Pierre Raffarin parlait justement ce matin de Michel Barnier et de son fameux gaullisme. On l'écoute et puis j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin, c'était sur LCI. Nous l'avons mis en évidence hier matin, sont exactement les mêmes que ses prédécesseurs. Ils se réclament du gaullisme social, comme l'a fait Madame Borne, comme l'a fait Monsieur Philippe. Sauf que lui, il avait 14 ans quand il a suivi le général de Gaulle. C'est-à-dire que lui, il a le gaullisme dans l'ADN. C'est pas un mot qui c'est pas un converti. L'actualité, c'est pas. C'est pas un converti de la dernière heure. Les gaullistes d'aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose. Il a été le vice-président des jeunes gaullistes. Il a vécu dans cette famille-là très très jeune. Donc il est structurellement un gaulliste. C'est Mais pas... quand, comme les autres avant lui, il dit je prendrai des hommes, des femmes de talent de gauche et de... Bon, après, alors, est-ce qu'il a un ADN gaulliste? Comment on peut entendre ça après ce qu'a fait de toute sa carrière politique Michel Barnier, finalement? Ben parce que, en fait, c'est vrai que Michel Barnier a commencé dans les jeunes Oui. gaullistes, mais à l'époque où le parti gaulliste défendait l'indépendance de la France. À l'époque où et j'y ai été, donc je sais de quoi je parle, même si je suis plus jeune que lui, où le RPR, il y avait des vrais gaullistes, pas des faux gaullistes, pas des traîtres au gaullisme. Et ce qui est insupportable pour moi, en tout cas, c'est que Michel Barnier, comme beaucoup d'autres de l'ancien parti gaulliste, ont tout trahi. Le gaullisme, c'est quoi? C'est deux choses fondamentales pour moi. C'est l'indépendance nationale. Ils ont signé tous les traités qui nous sont fait devenir une colonie. Et deuxièmement, c'est le respect du peuple, de la souveraineté populaire par le référendum. Et ils ont bafoué le référendum de 2005. Et Oui. ce qui est stupéfiant, c'est que sa nomination est le symbole de la destruction permanente, organisée de notre démocratie depuis 2005. C'est le symbole, c'est le radeau de la méduse des gens minoritaires. Ils vont tous monter dessus. Alors ça, c'est le bon côté. C'est pour ça que je dis aux Français, gardez espoir. Et ça y est, ils vont tous être sur le radeau de la méduse. Parce qu'on a quand même Mais un président... tous. Ouais. Ils vont y aller tous. Ils vont aller à la patte du Marocain. On est revenu sur les petits feux, des petites soupes, sur les petits feux dont parlait De Gaulle sous la 4e. Parce que ce qui les intéresse, c'est de servir leur maître. Et leur maître, c'est qui? Ce sont des intérêts financiers, c'est la Commission de Bruxelles, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis. Voilà. Alors, se parer des plumes du gaullisme pour mener la pire politique atlantiste de soumission à des intérêts, c'est comme Pétain qui était maréchal et voilà et qui signait la défaite. Que je veux dire, c'est insupportable pour moi. Mais ça peut marcher au début parce que les Français, évidemment, quand on voit Attal et Barnier, même si Barnier a signé tout ce qui a échoué depuis 20 ans, les gens se disent bah il est quand même mieux qu'Attal. Donc on est passé de petits roquets inconsistants, sans culture, à un homme, il faut le reconnaître, qui croit à ce qu'il fait.
parce que je connais Michel Barnier, il est persuadé que l'Union européenne, c'est le nirvana. Il en est Ouais. convaincu. C'est là où il est dangereux d'ailleurs. C'est Oui, un homme parce que respectable parce qu'il a des convictions. Hein. Faut pas ouais, se tromper. vous avez Michel travaillé Barnier, avec oui, Michel Barnier. Vous quand avez, j'étais jeune, j'ai travaillé ouais. avec lui et je m'en suis séparé où j'ai été élu parce que d'ailleurs on était en désaccord fondamental. Mmh. Lui voit l'Union européenne, c'est ça qui est intéressant, il faut toujours comprendre les hommes. Lui voit l'Union européenne comme un prolongement de la France en grand. Et donc il a projeté sur l'Union européenne son amour sincère de la France. Et il considère que l'Union européenne est une sorte de France en plus grand. Mais il ne se rend pas compte que tout ce qu'il défend, parce qu'il est sincère, Michel Barnier, dans son Ouais. gaullisme social, mais il ne se rend pas compte que tout ce qu'il a signé, il s'est fait avoir de A à Z. Et il ne veut pas le reconnaître. Et en fait, il fait partie de cette génération qui a cru, je pense sincèrement, à ce qu'il faisait. Il y a des pourris dans la vie politique. Lui, il n'en est pas un, il faut être honnête. Il n'en est pas un. Il croit à ce qu'il fait. Mais là, il est très dangereux pour ça. Ah, Alors, est-ce qu'il a des qualités? Alors vous dites qu'il a des idées, que c'est un homme de valeur, Raffarin dit que c'est un homme des territoires, il a une carrière politique, une des plus longues, hein, sous la 5e là si on regarde. Est-ce qu'il a quand même des qualités ou est-ce qu'il et il a des n'entendra rien? qualités. Je vais vous dire, franchement, dans le milieu politique, il n'est pas tordu et pourri comme la plupart. Donc c'est déjà une énorme qualité. Il est Mmh. bienveillant, il a toujours été bienveillant, même avec moi, où j'ai cogné en 2005. Hein, on était des deux côtés de la barrière. J'ai fait Mmh. une campagne à fond pour le non. Et ça n'empêchait pas Michel, quand je le croisais, de me dire, mais t'as tort là-dessus, t'as tort, viens voir la commission de Bruxelles, tu verras que c'est pas ce que tu crois, etc. Il y croit sincèrement. Mmh. Et après, voilà, en revanche, ce que je n'accepte pas, c'est qu'ils ils se disent gaullistes, alors que le principe même du gaullisme, c'est la souveraineté populaire au Ouais. service de l'indépendance nationale. Et ce qu'il ne comprend pas, et j'ai essayé de lui expliquer 100 fois, ce qu'il ne comprend pas, c'est que son idéal de gaullisme social n'est possible que par l'exception française et l'indépendance nationale. On le voit bien, les traités de libre-échange, la politique de la BCE, on le voit bien, tout ça a broyé l'exception sociale française. Ouais. Donc, c'est comme les socialistes qui n'ont toujours pas compris que l'Union européenne qu'ils vantaient broyait la société de justice et l'idéal de justice Ouais. qu'ils défendaient. Ouais, Donc, bien sûr. il y a une incohérence conceptuelle, idéologique, qu'on traîne depuis 20 ans, que j'ai vécu, que je porte comme une croix depuis 30 ans, que j'ai combattu au sein du RPR, j'ai combattu au sein de l'UMP, c'est pour ça que je suis parti après. Parce Mmh. qu'ils n'ont pas compris qu'il favorise un système qui détruit ce à quoi ils croient. Alors, il y a les cyniques, les vendus, et on les connaît, on les avait fréquentés, les Le Maire, Macron et tout ça. Ceux-là, ils sont cyniques, ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis, il y a les idiots utiles du système qui continuent à faire croire à la pièce de théâtre. Et vous connaissez la phrase de mon cher Philippe Séguin, que j'ai tant aimé, qui disait les Mmh. détaillants, les deux détaillants s'approvisionnent chez le même grossiste. Voilà. C'est Ben, c'est ça. ça. Il Mais est un détaillant du grossiste. Et le grossiste, c'est Van der Leyen. Voilà, comme point. d'habitude, oui Tout le reste, c'est la littérature. et BlackRock. On a quand même un moment particulier aujourd'hui dans la politique française avec un président qui se fait élire sur la base d'un barrage contre le Rassemblement national 2 fois. Hein, c'est la promesse de Macron. Je serai là pour vous protéger du Rassemblement national, en quelque sorte, ce qu'il disait. Qui dissout l'Assemblée. Son parti perd 2 fois aux européennes et aux législatives anticipées. Et il choisit un Premier ministre issu des LR, un parti qui est loin derrière, là encore, dans la représentation nationale au sein de l'hémicycle, pour créer un gouvernement, alors non pas de cohabitation, mais de coexistence, je ne sais pas, intelligente, je ne sais pas quel nom idiot a été inventé par les cabinets de conseil. C'est une négation absolue, en fait, du vote populaire. Là, on est quand même dans un coup d'État, ce que disaient certains commentateurs à l'étranger. En France, on n'ose même pas utiliser ce terme. C'est un coup d'État. C'est Macron qui prend le pouvoir avec les technos, avec Alexis Collère qui avait contacté Barnier 2 mois avant l'été, avant toute cette mise en scène de consultation, pour nier ce que veulent les Français, c'est-à-dire à la fois une partie des Français, un gouvernement de gauche avec le Nouveau Front Populaire, et puis pour une autre partie des Français, le Rassemblement National. C'est vraiment scandaleux. Enfin, pour moi, c'est un scandale. Pour moi, c'est un bras d'honneur. C'est un bras d'honneur. À peine leur accord de désistement mutuel signé,
c'est un bras d'honneur à tout l'électorat du Front populaire. Ouais. Je ne suis pas pour le Front populaire, ils m'ont battu. Bon, donc c'est un fait. Mais ce sont les grands cocus de l'affaire. Voilà. En fait, c'est un jeu de dupes entre Mélenchon et Macron. Voilà, ils se sont sauvés mutuellement. Quand vous pensez que Wauquiez, Borne, Darmanin ont été élus avec les voix du Front de gauche ou de LFI, et quand vous pensez que des députés LFI ont été élus avec les voix des macronistes qui leur font un bras d'honneur le lendemain et qui les connaissent Ouais. plus. C'est ahurissant ce qui s'est passé. Alors attention, cette saloperie politique, parce que c'est une saloperie politique, à l'égard des électeurs, elle va laisser des traces. Elle va laisser des traces parce que ça va renforcer l'abstention, le dégoût. Ça va dynamiter encore un peu plus le contrat de confiance, qui est la base de la démocratie. Mais c'est ce qu'ils cherchent. En fait, si vous voulez, ils ont très bien compris. En fait, depuis le début, je l'ai vu quand j'étais à l'Assemblée dans la dernière législature, ils s'appuient d'un côté sur le Rassemblement national contre LFI. Quand je dis LFI, je dis pas Front populaire parce que c'est LFI le patron. Voilà, c'est Mélenchon le patron, il faut être clair. Et puis ensuite, ils s'appuient sur LFI contre le RN. Et c'est terrible de voir ça parce que souvent, contrairement à ce qu'on croit, ce sont les mêmes électeurs. Un électorat populaire qui est aussi entre les deux. Mais les deux aussi se prêtent au jeu. Le Front populaire fait du RN un bouc émissaire et le grand méchant loup, et vote Macron à chaque fois quand même. Il faut quand même arrêter. Et puis, Oui, parce que c'est le principe. Alors après, Marine Le Pen, c'est la constance. pour se dédiaboliser, attaque sans arrêt le nouveau Front populaire. Donc en fait, ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'il y a un manipulateur, Emmanuel Macron, qui est quand même beaucoup plus intelligent qu'on ne le fait croire, et cynique. Et puis vous avez deux idiots utiles, excusez-moi, le RN d'un côté et LFI de l'autre. Et tout ce petit monde joue ensemble. Et c'est pas possible de continuer comme ça. Le problème, moi je vais vous le dire, le problème, c'est qu'aucun n'a intérêt à une dissolution immédiate aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on croit. Clairement pas, oui. Parce que Mélenchon se fait passer pour un martyr et assure sa domination sur la gauche et se prépare pour la présidentielle. Et plus il sera un martyr, plus il montera. Et puis Marine Le Pen a besoin de temps pour surmonter ses difficultés passagères et puis préparer un projet qui tienne à peu près les procès et puis le fait que le RN se refait une santé financière avec ses nombreux élus. Et puis les gens sincères comme moi et d'autres, eh ben nous, on va prêcher dans le désert parce que évidemment les médias du système veulent étouffer toute voix indépendante qui projette quand même un projet, enfin qui porte un projet quand même un peu plus solide et qui pourrait réconcilier les Français. Et donc, évidemment, on va nous invisibiliser. Et c'était l'objet du traquenard qu'on m'a fait, puisque j'étais une des dernières voix libres à l'Assemblée quand même, sur l'Ukraine, sur les vaccins, sur tout ça. Ouais. Donc on m'a fait passer pour le monstre et on a essayé de m'étendre. Mais moi, je vais résister grâce aux réseaux sociaux, grâce au terrain, grâce aux gens qui nous suivent. Mais vous voyez bien qu'il y a deux vies politiques. Il y a la vie politique officielle, avec ce que j'appelle les oppositions du système, et puis il y a la vie politique réelle, avec des gens qui se battent avec leurs petits bras pour essayer de dire aux Français, n'abandonnez pas. Et moi, j'écris un livre en ce moment pour dire aux Français, mais surtout, ne vous résignez pas, vous êtes les plus forts, vous avez tout entre les mains. Mais ne croyez pas ceux qui vous manipulent de A à Z et qui sont en train, car ne l'oublions jamais, c'est pas des gens idiots. Ils sont en train de piller le pays. C'est un pillage organisé. On l'a vu. Vous pensez quoi? Il y a eu l'audition de Bruno Le Maire et de Cazenave à l'Assemblée nationale sur la catastrophe. 7 ans à Bercy, 7 ans où Emmanuel Macron est à l'Élysée, 3 000 milliards de dettes, une situation calamiteuse, une faillite du pays en réalité. Et Bruno Le Maire se félicite. On avait l'impression qu'il était sur un autre pan de réalité en réalité, en disant que non, c'est tout à fait normal, que c'est formidable. Comment ces gens-là peuvent s'en tirer? Vous avez le président du groupe Lyot, Charles de Courson, qui disait qu'ils ont masqué les chiffres. Il a demandé, avec d'autres représentants à l'Assemblée nationale, les lettres plafond pour savoir quelles avaient été les directives de Bercy vis-à-vis des ministres. Il ne les a pas eues. Il a fallu attendre les annonces de Bruno Le Maire pour expliquer la catastrophe. Il savait à Bercy, il savait les chiffres avant les législatives anticipées. Si on avait les chiffres, ça aurait été encore plus grave contre Emmanuel Macron. Donc on est là dans la manipulation la plus crasse, organisée avec d'autres qui sont de mèche et des médias qui ne demandent pas de compte à des représentants nationaux qui sont jamais coupables, jamais responsables. Mais les médias sont les bras des intérêts qui pillent le pays. Et je vais vous donner un exemple, parce que quand on dit ça, on dit le type, il est parano, il voit tout. Bon, un exemple très concret.
Je suis attaqué en diffamation, en justice, Ouais. par Bruno Le Maire, parce Ah. que j'ai déclaré il y a 6 mois dans une grande émission que le marché de l'électricité était de la haute trahison. De la haute Ouais. trahison, je pèse mes mots. La Cour des comptes, c'est pas moi, a sorti un rapport montrant que les fournisseurs privés d'électricité s'étaient gavés de 30 milliards d'euros du bouclier tarifaire, 30 milliards d'euros dans la poche, de manière Mmh. indue. 30 milliards d'euros. C'est 3 fois la réforme des retraites. D'accord? Ouais. Bon, Ouais. c'est de la haute trahison. Eh bien, regardez, qui en parle? Comment on peut en parler? Silence radio. La Mmh. privatisation des barrages imposée par l'Union européenne. Silence radio. Oui, C'est de la oui, c'est une nouvelle spoliation. directive. Un Mais autre sujet incroyable, Alexis Poulain, que je n'arrive pas, je n'ai pas réussi dans les médias à en faire parler. À chaque fois, on m'a dit c'est trop compliqué, on n'en parle pas. C'est les intérêts, les emprunts à taux variable indexés sur l'inflation. ouais. Sur 100% de notre dette, de la dette de la France, il y a 90% empruntés à taux fixe sur les marchés, bon, très bien, et il y a 10% empruntés à taux variable indexés sur l'inflation en zone euro. À certains moments, l'État empruntait à 9%, 9%, quand il peut emprunter à 3%. Ça nous a coûté en 2023 un supplément de dépenses avec un rapport du Sénat. Vous avez le chiffre, 12 milliards d'euros pour l'année de supplément d'intérêt. 12 milliards d'euros. C'est un transfert d'argent aux copains banquiers, comme Mmh. ça. Bon. Quand je vais dans des émissions, quand j'allais, ou j'y vais moins là, mais quand C'est j'avais dans dingue. des grandes émissions et que j'en parle, on passe tout de suite à autre chose. Alors, si vous comptez les 30 milliards pour les fournisseurs d'électricité privés, des oligarques, Ouais. si vous comptez les 12 milliards pour les copains banquiers, si vous comptez les 10 milliards pour l'Union européenne, net, on donne 25 et on reçoit 15. D'ailleurs, ça va être plus. Si vous comptez les fausses cartes vitales, parce qu'il y en a, 15 milliards, si vous comptez, etc., il n'y a pas besoin de désindexer les pensions de retraite. Il n'y a pas besoin d'augmenter le taux de TVA. Or, qu'est-ce qu'ils vont nous dire là? Parce que c'est ça le piège, Barnier. Ils ont pris un type plutôt sympa, qui est plutôt sincère, qui a une bonne tête, et qui va nous dire quoi? Mais non Mmh. seulement ça limite, c'est horrible, il va falloir augmenter la TVA, il va falloir désindexer les pensions de retraite, et on va se serrer la ceinture, mais on est Mais tous est-ce qu'il n'est ensemble. pas là pour ça? Est-ce que Mais bien justement, évidemment c'est pas qu'il est là le pour plan ça. machiavélique de Mais Macron de dire: «Je dissous comme ça, c'est pas moi le responsable de la politique d'austérité obligatoire imposée par Bruxelles de fin de tout à mandat, fait, c'est Barnier et c'est les LR qui vont prendre cher au final, bien avec le sûr, RN qui va être aussi la caution, hein, de ce bien massacre sûr. social», en disant, Barnier, l'avantage qu'il a, c'est que c'est la troïka, c'est le FMI et c'est C'est l'Union européenne à Matignon. c'est une troïka intérieure, C'est en ça. fait. C'est une Une troïka mise sous intérieure. tutelle, Alors, moi, je de pense fait. que le plan était différent, mais je peux me tromper, je ne suis pas dans les secrets Mmh. du Dieu. Je Ouais. pense qu'au début, il pensait sincèrement Jupiter. que le RN gagnerait. Et je pense Oui, qu'il s'est dit à un oui. moment, allez hop, basta, le Bardella, on va le voir à l'œuvre, il va hériter d'une situation tellement pourrie qui va durer 6 mois. Et on va Il les va être carboniser débranché et on et sera 2027, ils débarrassé sont du RN. morts. Ouais, ouais, ouais. Et en Et fait, d'ailleurs, c'est 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 le père de Attal, Macron, hein, qui a fait c'est cet aveu dans la presse, hein. oui, Le père c'est d'Emmanuel Attal, Macron qui dit voilà. qu'il avait en tête. Et Ouais. n'oubliez pas que c'est Attal qui a eu l'idée des accords de désistement avec la France, avec le Front populaire. C'est Mmh. Attal qui a sauvé les meubles de la Macronie. Mais lui, il pensait que ce serait Bardella qui se vautrerait avec les déficits. Alors, après, il fallait trouver quelqu'un pour Mmh. faire les basses besognes. C'est une troïka intérieure. Mais c'est le propre. Vous savez, alors quand je dis ça, on me dit, mais la France est un pays, est une colonie. Elle est une colonie américaine sur le plan de la défense, elle est une colonie chinoise sur le plan de l'économie, elle est une colonie européiste bruxelloise sur le plan politique, elle est une colonie sur le plan migratoire, je suis désolé de le dire. C'est un pays qui n'a plus la maîtrise de son destin. Et les colonies, contrairement à ce qu'on croit, il y avait toujours des gens du pays qui dirigeaient. Je vais vous dire le problème de fond. Il est chez les Français aussi. C'est qu'il faut que malgré la propagande médiatique, les Français, à un moment, réagissent par eux-mêmes. Et qu'on leur donne l'occasion de réagir et qu'on leur redonne confiance. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Hein. Et c'est un rude travail et ça va mettre quelques mois.
Mais enfin, c'est pas quelques mois. Enfin, quand on regarde la déchéance, hein, de la France, on passe de Gaulle, de Pompidou, d'une politique industrielle indépendante, d'une politique énergétique indépendante, à l'Europe, qui a amené à ce fiasco total. On a depuis des leaders qui sont tous des young leaders de la French American Foundation, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, on a maintenant Emmanuel Macron, mais aussi celui qui est déjà candidat, Édouard Philippe, hein, passé bien sûr par les fourches caudines de cette fondation. Tous, en fait, ont une vision du monde qui est la même, ont une vision de l'Occident qui est la même, ont une vision, que ce soit diplomatique ou même nationale, qui est totalement faussée par cette idéologie de croire que l'atlantisme est l'avenir du continent européen, et de ne pas chercher à avoir une voie indépendante. Quand on voit l'émergence des BRICS, du Sud global, les luttes en Afrique, mais aussi la volonté de ces pays de s'affranchir, hein, des États-Unis de plus en plus affirmée et forte, nous, on a choisi un camp, clairement, plutôt que d'être une troisième force dans un monde multipolaire. C'est ridicule. Mais c'est complètement aberrant. Mais on a tout, on avait tout, la France avait tout, justement sur l'affaire de l'Ukraine, pour prendre une autre position, pour incarner autre chose, sur Gaza d'ailleurs aussi. On a tout, et on est en train de gâcher tous nos atouts. C'est aussi un suicide européen. Parce que cette affaire de l'Ukraine, j'étais un des seuls, je suis le seul à droite, entre guillemets, à avoir voté contre l'accord militaire à l'Assemblée. Si vous voulez, on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est une aberration géopolitique de notre point de vue. On est en train de se soumettre aux États-Unis, on est en train de perdre notre vision et notre rang en Afrique. Donc, c'est complètement aberrant. Mais vous savez, dans l'histoire, vous avez eu plein de périodes comme ça, où une petite oligarchie qui n'est intéressée que par les postes, qui a une vision étroite du monde, qui est tantôt corrompue, tantôt cynique, tantôt idiote, parce qu'il y a les trois qui se mêlent, précipite le pays dans le décor. Et puis heureusement, vous avez plein de personnalités. Pas toutes les personnalités sont, comme vous dites, celles qui ont gouverné. Et le macronisme, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont gouverné ensemble. Ce qui est quand même intéressant, c'est que là, en fait, 2024, c'est la dernière lame de 2017-2022. Ils n'avaient pas encore mis tout le monde sur le bateau. Les Pécresse, il va y avoir quelques socialistes qui vont venir, à mon avis. On va parler après. Ils vont en récolter quelques-uns. Bon, donc en fait, je sais pas ça. Les socialistes jusqu'à présent ont tous dit non. Vous allez voir. Mais, il y aura peut-être Valls. Mais Valls, bon, on peut pas dire qu'il est de gauche aujourd'hui. Ouais. En tout cas, vous allez voir que dans le gouvernement Barnier, je peux me tromper, hein, il n'est pas sorti. Mais pour moi, dans le gouvernement Barnier, il va y avoir toute la classe politique qui a gouverné depuis 30 ans, qui a été pour le oui au référendum. Souvenez-vous des affiches, quand on était jeune, vous êtes plus jeune que moi, mais avec Hollande et Sarkozy sur Paris Match, qui défendaient le oui au référendum. Donc, en fait, moi j'ai toujours, en fait, c'est ma grille de lecture. Moi j'ai une grille de lecture, indépendance nationale, mondialisme ou indépendance nationale. Bon, pour moi c'est le vrai clivage. Or, le faux clivage droite-gauche imprègne tout le milieu politique, médiatique, etc. Et le vrai clivage, il était symbolisé par cette une de Paris Match en 2005. Hollande-Sarkozy. Cette classe politique-là, qui a structuré la France pendant 30 ans, devenant minoritaire dans chacun des camps, se rassemble. Voilà. Et là, 2024, pour moi, le gouvernement Barnier, c'est la dernière étape. Voilà pourquoi les médias et les journaux télévisés sont enthousiastes. Ils vont tous être ensemble, mais ils vont tous périr ensemble. Rassurez-vous, ils vont tous périr ensemble. Le problème, c'est qu'ils font périr la France en même temps. C'est ça le problème. Et si on regarde... Et donc, ça sera à nous de relever les branches pour redresser le pays. Le problème de fond, et ce qui m'inquiète, moi je le dis carrément, c'est que je ne voudrais pas que le Rassemblement national devienne comme eux. Voilà. Et je le dis, et c'est là mon désaccord avec Marine Le Pen, mon désaccord, c'est qu'elle ne devrait pas jouer avec ce système. Parce que, contrairement à ce que croient les médias disent, c'est elle la maître du jeu, non. Elle est en train de se gâcher dans ce jeu politicien. Elle est en train d'alimenter, parce qu'elle va être perçue comme complice de ce gouvernement obligatoirement à un moment. Elle l'est, puisque c'est elle qui... Et c'est une aberration. Et donc c'est une aberration. Deuxième point qui me paraît très important, et là vous ne serez peut-être pas d'accord, je ne crois pas du tout à la proportionnelle, car bien sûr, moi j'y aurais intérêt à la proportionnelle. Un petit parti debout la France, ce serait formidable. Mais je n'ai pas intérêt à la proportionnelle, parce que la proportionnelle, ça va être le dernier piège de ce marais central pour empêcher de gouverner ceux qui viendront plus tard, qu'ils soient
d'une gauche plus radicale ou d'une droite plus radicale ou de patriotes. On verra ce qui arrivera. Mais ça va être le dernier moyen de maintenir une politique européiste, parce que imaginez que demain, il y a un président de la République élu qui balaye ce système. Il fait 35% au premier tour, pas plus, 34%. Au premier tour des législatives, il fait 30, 34. Eh bien, s'il y a un scrutin majoritaire, il a les moyens de gouverner. S'il n'y a pas de scrutin majoritaire, c'est le marais et c'est le piège. Et il garde le pouvoir. Voilà pourquoi le général de Gaulle voulait un scrutin majoritaire avec Michel Debré. Parce qu'il voulait avoir les mains libres pour redresser la France. Et voilà pourquoi le scrutin proportionnel, pour moi, est un très grave piège au moment où on va gagner. Parce que vous êtes pessimiste, je suis pessimiste, parce qu'on subit ça depuis 20 ans. Mais à l'échelle de l'histoire, le temps de l'histoire n'est pas le temps des hommes. Et nous vivons ça mal, parce que moi, ça fait depuis le début de ma vie politique que je vois la décadence, c'est long, c'est pénible, la traîtrise, le cynisme, la manipulation. Mais à l'échelle de l'histoire, cela passera très vite. Et vous verrez que nous gagnerons. Simplement, dans quelles conditions, avec qui, que ce ne soit pas non plus le chaos, et puis qu'on ait les moyens de gouverner. Si on met la proportionnelle, c'est fini. Vous allez être paralysé par le marais, la politique, ce qu'ils adorent en Europe. C'est-à-dire des compromis après l'élection. Bien sûr. Alors, je ne suis pas d'accord là-dessus, mais... Non, moi je crois qu'il y a beaucoup d'énergie. Tout le monde dit la proportionnelle, c'est génial et tout. Non, je pense que déjà, les législatives anticipées, c'était un cadeau aux partis en place, puisque c'était impossible pour des petits partis de s'organiser et de présenter des candidats. Donc c'était simplement same player, play again, en gros, avec le droit de jouer pour avoir encore un jeton. Donc ça, déjà, c'était la première manipulation. Et je pense que oui, Macron prépare une réforme des institutions qui va être une catastrophe. Ça, c'est assez évident et qui sera, en gros, la porte de sortie de la crise politique qui va s'ouvrir avec un gouvernement Barnier, avec cette épée de Damoclès du RN. Mais il y a des volontés. Il y a des choses, pardonnez-moi, et il y a de l'optimisme, c'est le bouillonnement. On pourrait faire le RIC. Parce qu'on nous dit c'est ingouvernable, mais non. On peut faire des référendums. Il suffit simplement de donner la parole au peuple français, référendum, RIC, et puis laisser aussi des partis qui sont en train de s'organiser, des mouvements politiques, avoir aussi accès au débat public via des médias qui sont en réalité des verrous. Et c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une volonté politique et qu'il faut arriver justement à capter, parce que le premier parti de France, ça reste les abstentionnistes. Des gens qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans ce qu'on leur propose. Mais nous sommes majoritaires. Donc, il y a ça. Et dernière question, parce que je sais que vous devez bientôt nous quitter. C'est sur le plan de Mario Draghi pour sauver une énième fois l'Europe. Est-ce que vous avez suivi la présentation du plan avec Madame von der Leyen hier ? Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce plan ? Je n'ai pas suivi le détail, parce que moi, j'essaye d'être honnête et de ne pas dire quand je ne sais pas. Oui. Mais ce qui est extravagant, c'est que ce sont ceux qui gouvernent depuis 30 ans. Toutes les recettes qu'ils nous ont imposées, l'euro, les traités de libre-échange, le refus de politique industrielle, l'interdiction d'investissements stratégiques, aboutit à un désastre. Et ce sont eux qui viennent nous donner les leçons et nous proposer toujours les mêmes solutions. Donc, je n'ai pas vu le détail, je vais être très franc avec vous, mais j'imagine ce que c'est, marché de capitaux unifié, c'est-à-dire, en fait, la fin définitive des nations. Or, les nations sont la base de la démocratie. Voilà, moi, j'y peux rien. Et deuxièmement, les nations sont les bases du sursaut. Singapour a 3 millions, je ne sais pas combien d'habitants, et a une politique. Donc, qu'on arrête de nous bassiner avec cette histoire, parce que ça, vous allez entendre ça avec Barnier toute la journée. Nous sommes petits face à la Chine, aux États-Unis, alors on doit être ensemble. Voilà. Le niveau intellectuel, leur seul argument, c'est celui-là. Et ils portent auprès des gens. Et c'est ce que j'appelle du vichisme économique. C'est Pétain économique. C'est des années de propagande pour faire croire aux Français que leur pays ne vaut plus rien. C'est quand même assez impressionnant. Et beaucoup l'ont intégré en disant « Oui, alors il faut qu'on soit dans un grand machin parce que ce sera mieux. » Mais si le grand machin se suicide, c'est quand même gênant. Bon, donc, mais je pense qu'il y a du bon sens en France. Le seul problème, c'est que nous avons un verrou médiatique. Le problème clé, c'est l'information. Et voilà pourquoi ils veulent la censurer. Et voilà pourquoi ils veulent couper les réseaux sociaux, Telegram, X et compagnie. Il y a pas... Ils ont compris qu'il y avait une nouvelle société politique qui était ailleurs. D'ailleurs, quels sont les jeunes de moins de 35 ans qui regardent la télévision encore et un JT ?
J'aimerais bien savoir la réalité des Très JT. peu. Le JT, je ne crois pas, oui. Mais ça reste des millions de boomers qui regardent le JT Eh ou de oui, gens qui ne eh oui. s'informent que comme ça d'une certaine façon. Et c'est Euh, le problème. et c'est J'en un sais des graves quelque problèmes. chose. Et vous avez bien fait de mettre le doigt sur le problème médiatique. C'est pour ça que voilà, Monde Moderne, médias indépendants, soutenez-nous Eh si vous oui, le pouvez. il On faut fait vous parler soutenir. des voix que vous ne trouvez pas ailleurs. Et puis surtout, on a une autre vision du débat. Dernier mot, le livre sort quand et qu'est-ce qui va être Quand question de j'aurai quoi fini dans de ce livre? l'écrire, voilà. Ah ok, donc Parce que il est moi, encore j'écris mes d'écrit. livres. Moi, j'écris mes livres, donc c'est difficile. Voilà, parce Bruno que Le ceux Maire qui aussi vous écrit disent, ses livres. euh, Attention. oui, mais quand on fait croire, quand je vois des hommes politiques ou des femmes politiques qui nous disent je sors un livre comme une savonnette, Oui. moi, ça fait 3 ans que je l'ai sur le métier, et vraiment là, je vais m'y mettre, mais j'ai tout, ça avance. Donc j'espère, je sais pas, je vois l'éditeur le 23, donc septembre. Ok. Donc, mais il faut que ça avance, et c'est dur un livre, et c'est ça qui est bien d'ailleurs, Ouais. c'est que le seul intérêt d'un livre, c'est pas de le vendre. Premier intérêt d'un livre, c'est de clarifier ses idées et d'aller au bout de soi-même. Et je crois à ça. Voilà. En tout cas, c'est utile pour moi. Voilà, pour mon esprit. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Merci à Dupont-Aignan, vous, d'avoir Alexis Poulain.